J'ai compté chaque appel, car l'horloge sur le mur de l'hôpital était suspendue juste en face de mon lit. 9. 9 fois, mon pouce tremblant a appuyé sur le nom de ma mère. Puis, sur celui de mon père. Ensuite, sur notre discussion de groupe familial, celle qui s'appelait encore « Famille pour toujours » depuis des vacances, il y a des années, à une époque où cela semblait vrai. 9 fois, j'ai eu la même réponse, messagerie vocale, silence, ou dans le cas de ma mère, un unique SMS que j'ai relu encore et encore, jusqu'à ce que les lettres perdent tout leur sens. On est chez Arlo. C'est urgent? Je fixais le mot « urgent » pendant qu'une infirmière vérifiait le moniteur clipsé à mon doigt. La veille au soir, un camion avait grillé un feu rouge et avait percuté ma voiture de plein fouet, côté conducteur. Je me souviens plus du bruit que de l'impact. Un son comme si le monde entier se pliait en deux. Les chirurgiens m'avaient opéré pour arrêter une hémorragie interne. Et quand je me suis réveillé, un médecin aux yeux fatigués m'a dit que le lendemain serait décisif. Pas dans ces termes exacts, mais assez proches pour que je comprenne. Alors oui, c'était urgent. Mais à 40 minutes de là, dans une ville nommée Ridgefield, ma sœur cadette Arlo venait de signer pour une maison flambant neuve. Cuisine blanche, escalier en colimaçon, une chambre d'enfant qu'elle n'utilisait même pas encore, peinte de la couleur d'un œuf de rouge-gorge parce que, disait-elle, ça lui donnait de l'espoir. Son mari, Trevor, croyait apparemment que soulever un carton de déménagement comptait comme une journée entière de travail. Alors, mes parents sont allés là-bas le matin après mon opération. Juste pour quelques heures, avait dit ma mère dans son SMS. Ces quelques heures sont devenues toute la journée. Pendant que j'étais allongé sous des lumières fluorescentes, écoutant un moniteur cardiaque compter mes pulsations en bip sonore, il posait pour des photos sur le nouveau Porsche de Arlo, célébrant son nouveau départ. À 18h40 ce soir-là, mon téléphone a vibré sur la tablette à côté de mon verre d'eau. Arlo avait posté une vidéo. Je n'aurais pas pu faire tout ça sans papa et maman, disait-elle en riant, tandis que la caméra balayait les cartons et le papier bulle. Mon père portait un lampadaire comme si c'était un trophée. Ma mère tapotait un coussin sur le nouveau canapé, l'ajustant pour la caméra, de la même manière qu'elle cadrait autrefois les photos de bébé de Arlo. Tant pis. J'ai regardé toute la vidéo sans ciller. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'appel sur la barrière de mon lit. Pas pour une autre infirmière, mais pour quelqu'un qui pourrait vraiment m'aider. Je m'appelle Adeline. Et avant que je vous raconte ce que j'ai fait cette nuit-là, vous devez comprendre quelque chose à propos de ma famille. Quelque chose qu'aucun d'eux ne savait que je comprenais, jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard pour qu'ils puissent l'arrêter. J'étais la fille qui est partie. Non pas de façon dramatique, sans porte qui claque ni accusation hurlée. Je suis parti comme l'eau quitte un bol fissuré, silencieusement, et on ne le remarque qu'une fois que tout est déjà sec. En grandissant, Arlo était l'enfant miracle. Non pas parce que quelque chose de miraculeux s'était produit, mais parce que mes parents avaient décidé, quelque part autour de son 3e anniversaire, qu'elle était celle qui avait besoin d'être protégée. Elle était plus jeune, plus douce, plus facilement blessée par le monde. J'avais 3 ans de plus, et quelque part dans cet écart, je suis devenue celle qui était censée s'en sortir toute seule. Je me rendais seule à l'école quand mes parents étaient occupés avec le récital de danse de Arlo. J'ai appris l'algèbre par moi-même avec un livre de la bibliothèque, quand personne n'avait le temps de me l'expliquer. J'ai postulé seule à l'université, à la table de la cuisine, pendant que ma mère était assise dans la chambre de Arlo pour l'aider à choisir une robe de bal. Je me souviens d'un après-midi en particulier, quand j'avais 16 ans. J'avais été sélectionné pour un concours académique à l'échelle de l'État, le genre de choses qui exigeait une dissertation, un entretien, et avec une petite bourse à la clé. Ma mère avait promis d'être là pour ma présentation. Ce matin-là, Arlo, qui avait 13 ans à l'époque, avait eu une égratignure mineure en cours de sport. Rien de grave, le genre de blessure qui se soigne avec un pansement et une poche de glace. Ma mère a quitté le travail plus tôt pour rester avec elle à l'infirmerie, au lieu de conduire 40 minutes pour me voir faire ma présentation. J'ai gagné ce concours. J'ai appelé à la maison pour leur annoncer, et mon père a dit « C'est super, ma chérie ». Sur le même ton qu'il utilisait quand la météo prévoyait un mardi clément. Je ne dis pas cela parce que je veux de la pitié. Je le dis parce que ça explique pourquoi, à 28 ans, quand j'ai vendu l'entreprise de logiciels de planification médicale que j'avais bâtie depuis un studio, je n'ai pas appelé mes parents en premier. J'ai appelé mon ancienne colocataire d'université.
Nous avons pleuré ensemble au téléphone. Cela semblait plus honnête que tout ce que ma famille aurait pu offrir. Mes parents ont appris la vente comme la plupart des gens, à travers un petit article en ligne dans la presse spécialisée. Ma mère m'a envoyé un SMS d'une seule ligne. C'est merveilleux, ma chérie. Nous sommes si fiers. 3 mots de fierté pour 6 ans de semaine de 80 heures. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne les ai jamais corrigés. J'avais appris il y a longtemps que corriger ma famille ne faisait que les rendre sur la défensive. Et les gens sur la défensive ne s'excusent pas. Ils deviennent simplement plus silencieux, plus froids, et plus distants. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Il y a 2 ans, quand Arlo et Trevor ont commencé à chercher une maison, il leur manquait de l'argent pour le rapport. L'entreprise de conseil en construction de Trevor avait eu une année difficile, et le travail de design à temps partiel de Arlo ne suffisait pas à combler le manque. Ils avaient besoin de 60 000 $ qu'ils n'avaient pas. Ma mère m'en a parlé au téléphone, presque comme une pensée en passant, de la même manière qu'on mentionnerait avoir besoin d'acheter du lait. C'est dommage, a-t-elle dit. Ils ont trouvé l'endroit parfait à Ridgefield, mais les chiffres ne suivent pas. J'ai gardé cette information pour moi pendant 2 jours. Puis j'ai appelé une conseillère en patrimoine privé en qui j'avais confiance, une femme nommée Priya Whitfield, qui gérait mes finances depuis la vente. Je lui ai dit ce que je voulais faire, et elle m'a demandé 3 fois si j'étais certaine. Je l'ai structuré comme un prêt privé, pas un don. Un vrai prêt sur le papier, à taux zéro, garanti par la propriété elle-même via une hypothèque enregistrée, le genre que les banques appellent un « deed of trust ». Cela signifiait que, légalement, je détenais un intérêt financier dans cette maison. Pas de la décoration, pas du sentiment, une créance réelle et exécutoire. J'ai dit à Priya que je voulais que cela reste anonyme. Elle a fait transiter les fonds par une société holding, de sorte que, du point de vue de Arlo et Trevor, cela semblait simplement qu'un prêteur privé les avait approuvés. Discrètement, rapidement, presque trop facilement. Je ne l'ai jamais dit à mes parents. Je ne l'ai jamais dit à Arlo. Je voulais, pour une fois, donner quelque chose à ma famille sans que cela ne se transforme en spectacle. Je voulais que la joie soit la leur, sans la complication de la gratitude envers moi. Quand Arlo m'a appelé pour me dire qu'ils avaient obtenu le prêt, sa voix était plus légère que je ne l'avais entendue depuis des années. Un prêteur privé vient de se manifester, a-t-elle dit, pratiquement à bout de souffle. Tu te rends compte de notre chance? C'est merveilleux, lui ai-je dit, et je le pensais. Même si j'étais assise seule dans mon appartement, ne disant rien sur la vérité derrière cette chance. Avec le recul, je pense qu'une petite partie de moi voulait aussi voir ce qu'ils feraient s'ils croyaient que personne ne les regardait. Je voulais savoir si la version de ma famille qui existait quand il n'y avait rien à gagner de moi était différente de la version qui se présentait pour les fêtes et les photos. J'ai eu ma réponse 18 mois plus tard, et ce n'était pas celle que j'avais espérée. Je l'ai découverte sur un lit d'hôpital, 18 mois plus tard. Le matin de l'accident avait été ordinaire, de la manière dont les matins le sont juste avant de cesser d'être ordinaires pour toujours. J'avais un appel client à 9 h. Café à mon bureau, la lumière du soleil traversant les stores en longue bande. Je me souviens avoir pensé que la journée ressemblait à une photographie immobile, le genre où rien ne se passe jamais. Puis à 11h15, en route pour un déjeuner d'affaires, un camion de livraison a grillé un feu rouge à 3 rues de mon bureau. Je ne me souviens pas directement de l'impact. Je me souviens de l'airbag, de l'odeur de caoutchouc brûlé, de la voix d'un inconnu me disant de ne pas bouger, et puis des lumières, tant de lumières se déplaçant au-dessus de moi, comme si je flottais sous un plafond fait d'étoiles. Une femme s'est agenouillée à côté de moi sur le trottoir, pressant une veste pliée contre mon flanc, me disant de garder les yeux ouverts, de continuer à lui parler, de lui dire mon nom. Je me souviens l'avoir dit 2 fois, parce que la première fois, ma voix était à peine un murmure. Adeline. Je m'appelle Adeline. Je me souviens avoir pensé, quelque part dans ce brouillard de douleur et de sirène, que j'espérais que quelqu'un appellerait mes parents avant que je ne perde complètement connaissance. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait. S'il l'avait fait, ça n'aurait rien changé de toute façon. Au moment où j'ai compris où j'étais déjà en chirurgie depuis 4 heures. 2 côtes cassées, une rupture de la rate, une hémorragie interne qui, selon les chirurgiens, aurait pu tourner très différemment, dit sur un ton neutre. Quand je me suis réveillé en salle de réveil, une autre infirmière a vérifié mes constantes et m'a dit que j'étais assez stable pour passer quelques appels si je le voulais, tant que je ne me fatiguais pas trop.
C'était toute la permission dont j'avais besoin. La première chose que j'ai faite, même groggy, même terrifié, a été de chercher mon téléphone. J'ai appelé ma mère en premier. Directement sur sa messagerie vocale. J'ai appelé mon père. Pareil. J'ai appelé la discussion de groupe familial. J'ai tapé avec des pouces tremblants, j'ai eu un accident de voiture. Je suis à l'hôpital. Appelez-moi s'il vous plaît. Rien. 40 minutes ont passé. Je me souviens avoir regardé la trotteuse de l'horloge murale faire un tour complet, puis un autre, pendant qu'une autre infirmière vérifiait mes constantes et me demandait s'il y avait quelqu'un qu'elle pouvait appeler en mon nom. Ma famille sait, lui ai-je dit, même si, en le disant, je n'étais pas sûr que ce soit vrai. J'ai réessayé. Le téléphone de ma mère a sonné 4 fois avant que la messagerie ne se déclenche. Son message d'accueil joyeux et enregistré contrastait totalement avec les bips stériles qui m'entouraient. J'ai ensuite essayé mon père. Même résultat. J'ai réessayé la discussion de groupe, cette fois en tapant « s'il vous plaît » en majuscule. Quelque chose que je ne faisais jamais. Quelque chose qui aurait dû signaler à quel point ce moment était hors de la normale pour moi. 1 heure plus tard, ma mère a répondu « on est chez Arlo ». C'est urgent ? J'ai fixé ce message pendant un long moment, assez longtemps pour qu'une infirmière me demande si j'avais mal, et je lui ai répondu oui, mais pas le genre de douleur qu'elle pouvait traiter avec des médicaments. J'ai rappelé. Messagerie vocale. J'ai appelé mon père directement. Messagerie vocale. J'ai envoyé un message à ma mère. Je viens de me faire opérer. Quelqu'un peut venir s'il vous plaît ? Elle n'a pas répondu pendant 3 heures. Quand elle l'a finalement fait, c'était une seule ligne. On essaiera de passer demain si les choses se calment ici. Repose-toi. D'accord. Passer, comme si j'étais une boîte aux lettres sur leur route, et non leur fille en convalescence après un accident de camion qui avait failli la tuer. Entre ce message et l'appel suivant, je suis resté là, à passer en revue toutes les versions de ma famille que j'avais essayé de me convaincre d'exister. La version où ils laissaient tout tomber. La version où une visite à l'hôpital n'aurait pas nécessité de négociation. J'ai réalisé, quelque part vers le 7e appel, que j'avais passé des années à construire cette version dans ma tête, parce que la vraie était trop douloureuse à regarder en face. J'ai appelé 9 fois ce jour-là. Je le sais parce que j'ai compté, fixant l'horloge en face de mon lit, regardant l'aiguille des heures ramper pendant que j'attendais une version de ma famille qui, apparemment, n'existait pas quand j'avais besoin d'eux. À 18h40 ce soir-là, Arlo a posté sa vidéo. J'ai regardé mon père porteur un lampadaire à travers un couloir que j'avais discrètement aidé à payer. J'ai regardé ma mère tapoter des coussins sur un canapé, dans un salon construit en partie avec de l'argent que j'avais donné sans demander un seul merci. Quelque chose en moi est devenu très calme. Pas une quiétude triste. Une quiétude comme celle d'un lac juste avant que la glace ne se forme à sa surface. J'ai appuyé sur mon bouton d'appel. Marisol, mon infirmière pour le service de nuit, est entrée un instant plus tard. Elle avait une présence calme et stable, le genre que vous appréciez à 2 heures du matin quand tout fait mal et que rien n'a de sens. « De quoi as-tu besoin, Adeline ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardée, et j'ai senti ma voix sortir plus plate que ce à quoi je m'attendais. « Pourriez-vous me passer mon téléphone sur la tablette ? J'ai besoin de passer un appel, et mes mains ne sont pas assez stables pour le déverrouiller. » Elle a hésité une demi-seconde, jetant un coup d'œil au moniteur, à mon visage, lisant peut-être quelque chose là. « Tout va bien ? » « Ça ira, » ai-je dit. « J'ai juste besoin de régler quelque chose. » Marisol était entrée et sortie de ma chambre assez de fois au cours de la dernière journée pour que nous développions une familiarité simple, le genre qui se forme rapidement entre étrangers pendant les nuits difficiles. Elle a jeté un œil à la télévision en sourdine, puis est revenue vers moi, son expression s'adoucissant en quelque chose qui ressemblait à de la compréhension, même si je n'avais encore rien expliqué. « Tu n'es pas obligé de me dire ce qui se passe, » a-t-elle dit. « Mais pour ce que ça vaut, quelle que soit la décision que tu es sur le point de prendre, prends-la parce qu'elle est juste pour toi, pas parce que tu es en colère. La colère passe. Ce que tu décideras ce soir pourrait ne pas passer. » J'ai apprécié son honnêteté plus qu'elle ne l'a probablement réalisé. J'y pense depuis plus longtemps que cette nuit, lui ai-je dit. Cette nuit n'a fait que le confirmer. Elle a hoché la tête une fois, a déverrouillé mon téléphone et l'a placé dans ma paume.
J'ai fait défiler jusqu'à un contact simplement nommé Priya Whitfield Conseil. Il était 19h52 quand je l'ai appelé. Priya a décroché à la deuxième sonnerie, comme elle le faisait toujours, comme si elle gardait son téléphone en main par habitude. Adeline, est-ce que tout va bien? J'ai eu un accident, ai-je dit. Je vais bien. Enfin, j'irai bien. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi ce soir, pas demain. Bien sûr. De quoi s'agit-il? J'ai pris une inspiration, le genre qui tirait sur mes côtes en voie de guérison. La propriété de Ridgefield. La maison de Harlow et Trevor. Je veux officiellement exiger le remboursement du prêt. Il y a eu un silence au bout du fil. Le genre de silence qui m'a dit qu'elle était en train de recalculer tout ce qu'elle pensait avoir compris de cet arrangement. Tu veux exiger le remboursement du solde total? A-t-elle précisé. Maintenant? Oui. Adeline, ce prêt a une clause de remboursement sur demande, spécifiquement parce que tu voulais de la flexibilité, mais l'exercer signifie qu'ils devront le solde restant en totalité, dans un délai strict. S'ils ne peuvent pas payer, et compte tenu de ce que tu m'as dit de leurs finances, ils ne le pourront probablement pas, l'hypothèque nous donne le droit d'engager une procédure de saisie sur cet intérêt spécifique dans la maison. Je comprends que c'est annuler une faveur, a-t-elle dit avec précaution. C'est significatif. Es-tu certaine? J'ai regardé la télévision en sourdine, boulonnée au mur de ma chambre d'hôpital, mon propre reflet apparaissant faiblement sur l'écran noir entre les chaînes. J'ai pensé à tout ce que j'avais vu se passer ce soir-là, pendant que j'étais allongé là, me demandant si je verrais un autre lever de soleil. Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit, ai-je dit. Il y a autre chose à considérer, ajouta Priya, sont-on plus doux maintenant? Une fois que cela avancera, tes parents apprendront presque certainement que tu étais derrière le prêt. Ta sœur aussi. Il n'y aura aucun moyen de revenir en arrière discrètement. Es-tu prête pour ce que cela révélera? Pas seulement sur l'argent, mais sur la raison pour laquelle tu le leur as caché en premier lieu. J'ai réfléchi à cela plus longtemps que prévu. Les tubes scotchés le long du dos de ma main captaient la lumière à chaque fois que je bougeais. J'ai compris, allongé là, qu'une fois que cela avancerait, il ne resterait plus de version confortable de ma famille à imaginer. Ils me verraient enfin clairement, et je les verrais clairement aussi, sans les contours adoucis que j'avais passé des années à peindre autour de tout ça. Je suis prête, ai-je dit. Je pense que je suis prête depuis longtemps. Je n'avais juste jamais eu de raison d'agir jusqu'à ce soir. Très bien, a dit Priya. Je vais rédiger la lettre de mise en demeure ce soir et la faire livrer par coursier dès demain matin. J'informerai également la société de gestion pour qu'il n'y ait pas de retard de leur côté. Merci, ai-je dit, et pour la première fois de la journée, ma voix n'a pas tremblé. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Elle a confirmé les détails, les délais, les chiffres. Les documents du prêt permettaient au prêteur, c'est-à-dire moi, d'exiger le remboursement selon les termes convenus, et Priya fixerait une fenêtre de remboursement formelle, conformément à ce que nous avions initialement signé. Étant donné que Harlow et Trevor avaient utilisé presque toutes leurs économies liquides pour les frais de déménagement, les meubles et les rénovations inachevées de la chambre de bébé, je savais déjà que cette fenêtre ne serait pas suffisante. Je ne faisais pas ça par cruauté. Je veux être honnête à ce sujet, car pendant longtemps, je me suis posé la même question que vous vous posez peut-être en ce moment. Je le faisais parce que j'avais enfin compris quelque chose clairement, allongé dans ce lit. Certaines personnes ne vous montrent qui elles sont que lorsqu'elles croient qu'il n'y a rien à gagner à faire semblant. Ma famille m'avait montré exactement qui elle était ce jour-là, et je n'étais pas prête à l'ignorer. Et je refusais de continuer à financer une vie à laquelle je n'étais pas invité. Mes parents sont entrés dans ma chambre d'hôpital à 22h03, seulement après avoir fini d'aider Harlow à s'installer dans sa nouvelle maison et avoir fait le trajet de retour à travers la ville. Ma mère portait un gobelet de café surdimensionné d'un café près du nouveau quartier de Harlow, comme si elle s'était simplement arrêtée quelque part en chemin, sans être dérangée, sans être consciente. Mon père la suivait un pas derrière, consultant son téléphone. « Adeline » a dit ma mère, en expirant comme si elle avait couru un marathon juste en franchissant la porte. « Tu nous as fait peur. » Le trafic sur le chemin du retour était un cauchemar. Je les ai regardés tous les deux, le gobelet de café, mon père regardant toujours son écran. J'ai appelé 9 fois, ai-je dit doucement. Ma mère a cligné des yeux. Nous aidions ta sœur à emménager. Tu sais à quel point elle est vite dépassée.
J'ai été opéré, ai-je dit. Ils m'ont dit que les prochaines 24 heures étaient importantes. Nous ne savions pas que c'était si grave, a dit mon père, rangeant enfin son téléphone, bien que son ton suggère plus de l'agacement que de la culpabilité. Ton SMS disait juste accident. Il disait que j'étais à l'hôpital, ai-je répondu. Il disait s'il vous plaît, appelez. Nous étions à 1 heure de route, Adeline, a dit ma mère, sa voix montant légèrement. Que voulais-tu que nous fassions? Nous téléporter? Je voulais que vous essayiez, ai-je dit. Aucun de vous n'a essayé de rappeler. Mon père a déplacé son poids, jetant un coup d'œil vers la porte comme pour vérifier si une infirmière pourrait interrompre et lui épargner cette conversation. Arlo avait besoin de nous ce jour-là. Elle venait d'emménager dans une nouvelle maison, un grand changement de vie. Tu sais à quel point elle est anxieuse. J'étais en chirurgie, ai-je dit, ma voix restant stable même si quelque chose en moi venait de se fissurer. Pas anxieuse à propos de couleur de peinture. En chirurgie pour une hémorragie interne. Le visage de ma mère a vacillé, quelque chose comme un malaise le traversant avant qu'elle ne le lisse pour retrouver son sang-froid. Nous n'avions pas réalisé toute l'étendue de la situation avant plus tard. Si nous avions su. Vous en saviez assez, ai-je dit. Je vous ai dit que j'étais à l'hôpital. Cela aurait dû suffire en soi, peu importe ce qui se passait d'autre ce jour-là. Un silence s'est installé dans la pièce, le genre de silence qui n'est pas paisible, juste lourd. Ma mère a posé son café sur la tablette, juste à côté du téléphone que j'avais utilisé 2 heures plus tôt. Eh bien, nous sommes là maintenant, a-t-elle dit, comme si cela effaçait tout. Je l'ai étudié un long moment. Puis j'ai dit la seule chose qui semblait vraie. Vous l'êtes, mais vous êtes arrivé trop tard pour ce qui comptait. Mon père a froncé les sourcils. Trop tard pourquoi? Tu vas t'en sortir. Je ne parle pas de ma convalescence, ai-je dit. Aucun des deux ne comprenait encore. J'ai laissé le silence s'étirer, car pour une fois, je n'allais pas leur faciliter la tâche. La lettre de mise en demeure formelle a atteint Arlo et Trevor 2 jours plus tard, livrée par coursier sur leur nouveau Porsche, le même Porsche où ils avaient pris ces photos joyeuses. J'ai souvent imaginé ce moment dans les jours qui ont suivi, bien que je n'ai jamais demandé de détails. Arlo signant pour une enveloppe qu'elle supposait être de la paperasse de routine, l'expression sur son visage en lisant un langage qu'elle n'attendait pas. Des mots comme « solde dû en totalité » et « hypothèque enregistrée » remplaçant le mardi ordinaire qu'elle pensait vivre. Au moment où j'ai appris ce qui s'est passé ensuite, j'étais encore confiné à mon lit d'hôpital, branché à des machines qui bipaient à un rythme que j'avais commencé à trouver presque apaisant, un étrange réconfort dans quelque chose de si constant quand tout le reste dans ma vie venait de devenir imprévisible. J'ai appris ce qui s'est passé ensuite uniquement parce que ma mère m'a appelé. Sa voix était vive, empreinte de confusion. Adeline, quelque chose d'étrange s'est produit. Une société dit que Arlo et Trevor doivent un énorme solde de prêt sur leur maison. Sais-tu quelque chose à propos d'une hypothèque d'une société appelée Whitfield Advisory? Je me suis légèrement redressé dans mon lit d'hôpital, ajustant le téléphone contre mon oreille. Oui, en fait. Tu sais? Sa voix s'est élevée. Adeline, que se passe-t-il? Il y a 2 ans, quand Arlo et Trevor manquaient d'argent pour le rapport, j'ai couvert la différence, ai-je dit calmement. Je l'ai structuré comme un prêt privé garanti par la maison. Je voulais que ça reste anonyme parce que je ne voulais pas de remerciements. Je voulais juste aider, discrètement. Tu as payé pour leur maison, a dit ma mère, stupéfaite, comme si le concept même lui était étranger. Une partie, la partie qui a rendu tout l'achat possible. Alors pourquoi exigerais-tu le remboursement d'un tel prêt maintenant? Pourquoi ferais-tu ça à ta sœur? J'ai fermé les yeux brièvement, sentant quelque chose dans ma poitrine qui n'était pas de la douleur due à l'opération. Parce qu'il y a 2 nuits, je vous ai appelés tous les deux encore et encore, depuis un lit d'hôpital après une grosse opération, et vous étiez trop occupés à décorer le salon de Arlo pour le remarquer. Je ne fais pas ça pour lui faire du mal, ai-je dit. Je le fais parce qu'apparemment, la seule façon pour que cette famille me remarque, c'est quand il y a des conséquences réelles et inévitables. Il y a eu une longue pause. J'entendais ma mère respirer. Je pouvais presque l'entendre chercher des mots qui feraient de cela ma faute, plutôt que la leur. Tu réagis de manière excessive, a-t-elle finalement dit. C'est extrême, Adeline. Arlo pourrait perdre la maison. J'aurais pu perdre la vie, ai-je dit doucement.
Cela ne semblait pas vous inquiéter. Elle n'avait pas de réponse à cela. Pour la première fois de ma vie, ma mère n'avait rien à dire. Les nouvelles voyagent vite dans les familles qui ont l'habitude de gérer les apparences. À la fin de cette semaine, Arlo m'a appelé directement. Sa voix s'est brisée au moment où j'ai répondu. Adeline, s'il te plaît. Je ne savais rien de tout ça. Je ne savais pas que c'était toi qui nous avais aidés. Papa et maman ne m'ont jamais dit d'où venait l'argent supplémentaire. Je te jure que je t'aurais appelé à la seconde où j'aurais su que tu étais blessé. Je l'ai cru, en fait. Arlo avait toujours été quelque peu inconsciente plutôt qu'intentionnellement cruelle, protégée par des parents qui géraient chaque chose difficile à sa place. Elle n'avait donc jamais eu à développer ce muscle. Je sais que tu ne savais pas, ai-je dit, mais c'est aussi une partie du problème. Personne dans cette famille ne se dit jamais toute la vérité. Chacun gère simplement ce que les autres sont autorisés à voir. Alors, que se passe-t-il maintenant? Sa voix était faible. Allons-nous perdre la maison? J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Il ne s'agissait pas vraiment de la maison. Ça ne l'avait jamais été. Je suis prête à restructurer le prêt, ai-je dit. Des conditions raisonnables, un véritable échéancier de remboursement, des intérêts réels comme n'importe quel autre prêteur l'exigerait. Mais ce sera désormais un arrangement formel. Fini de prétendre que l'aide ne vient pas avec des responsabilités. D'accord, a dit Arlo rapidement. D'accord, oui, nous ferons tout ce dont tu as besoin. Et Arlo, ai-je ajouté, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agissait jamais vraiment de toi ou de la maison. Il s'agissait d'un schéma qui existe dans cette famille depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'en ai fini d'être la personne dont personne ne s'inquiète, jusqu'à ce qu'il y ait un coup réel attaché. Elle est restée silencieuse un moment. Je n'avais pas réalisé l'image que ça donnait. La vidéo, je veux dire. Je n'essayais pas de te le jeter au visage. Je sais, ai-je dit, mais l'intention n'annule pas l'impact. Et pour une fois, j'avais besoin que vous ressentiez tous une fraction de ce que signifie être invisible. Trevor m'a appelé 2 jours après Arlo. J'ai failli ne pas répondre, car nous n'avions jamais eu de relation au-delà de petites conversations polies lors des dîners de famille. Mais quelque chose m'a dit de décrocher. Adeline, a-t-il dit, et sa voix n'avait rien de l'assurance désinvolte dont je me souvenais des photos de la pendaison de crémaillère. Je te dois des excuses, et je te dois la vérité. Je savais qu'il y avait un prêteur privé derrière notre apport. Arlo non, mais moi oui. J'ai signé les papiers. Je n'ai juste jamais posé assez de questions sur qui était réellement de l'autre côté. Parce que, honnêtement, je ne voulais pas savoir. C'était plus facile d'accepter la bonne fortune sans l'examiner de trop près. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, ai-je demandé. Parce que prétendre que je ne savais pas me semble pire que d'admettre que je savais, a-t-il dit. J'ai vu les conditions. 0 intérêt, pas de précipitation pour le remboursement, pratiquement aucune surveillance. Je me suis dit qu'un investisseur privé aimait simplement l'affaire. Je ne me suis pas permis d'envisager que ce pourrait être la famille, parce que si c'était le cas, cela signifiait que quelqu'un dans cette famille nous soutenait discrètement, pendant que le reste d'entre nous la remarquait à peine. Je n'ai pas répondu tout de suite. Il y avait quelque chose de presque surprenant à entendre une phrase honnête de la part de quelqu'un que j'avais supposé être aussi inconscient que les autres. Je ne vais pas prétendre que ces derniers jours n'ont pas été terrifiants, a poursuivi Trevor. Mais je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je veux juste que tu saches que, quoi qu'il arrive avec les conditions du prêt, je ne laisserai pas la famille de Arlo te traiter comme ils l'ont fait. Plus maintenant. Pas en ma présence. Ce n'était pas une excuse qui réparait quoi que ce soit. Mais c'était la première conversation honnête que j'avais eue avec quelqu'un de l'orbite de ma famille depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. Et cela comptait plus qu'il ne l'a probablement réalisé. Mes parents m'ont rendu visite 3 fois de plus avant ma sortie de l'hôpital. Chaque visite était plus silencieuse que la précédente, moins théâtrale, plus en quête de quelque chose. Mon père, pour la première fois depuis des années, a posé de vraies questions sur ma convalescence, au lieu de jeter un œil à son téléphone. Ma mère m'a apporté de la vraie nourriture de la maison, au lieu d'un gobelet de café destiné à la table de cuisine de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'était de la culpabilité ou la peur de perdre l'accès à des ressources auxquelles il s'était habitué. Peut-être un mélange des deux.
J'ai appris à ne pas présumer de la pureté des motivations de personnes qui ont passé des années à choisir la commodité plutôt que la présence. Ce que je sais, c'est ceci. 3 mois plus tard, lorsque j'ai subi une intervention de suivi liée à ma convalescence, mon téléphone a sonné avant même que je puisse le prendre. Ma mère, puis mon père, puis Arlo, tous les trois dans la même heure, sans que j'aie appelé en premier. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des moments où les anciens schémas revenaient. De petits commentaires sur le caractère dramatique de la situation du prêt. Des suggestions discrètes que j'avais voulu marquer un point plutôt que de simplement me protéger. Le changement arrive rarement d'un seul coup, surtout dans les familles qui ont passé des décennies à répéter les mêmes rôles. Mais quelque chose avait changé de manière permanente. Je n'étais plus la fille qui absorbait silencieusement le fait d'être une seconde pensée. Je leur avais montré, dans le seul langage qui semblait se traduire clairement, que ma présence dans leur vie avait le même poids que celle de n'importe qui d'autre. Les discussions sur la maison au bord du lac ont cessé d'être désinvoltes. Les commentaires du genre « Adeline comprendra » ont cessé d'être automatiques. Pour la première fois, je n'étais pas une supposition. J'étais une personne qu'ils devaient réellement considérer. Arlo et Trevor ont gardé la maison. Nous avons restructuré le prêt en un véritable plan de remboursement, avec des mensualités modestes, des intérêts réels, un calendrier qu'ils ont tous les deux signé sans que l'un ou l'autre ne le traite comme un inconvénient. Arlo a commencé à appeler plus souvent, non pas par culpabilité exactement, mais par quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Elle demandait comment j'allais avant de mentionner quoi que ce soit à son sujet. Un petit changement, mais un que je remarquais à chaque fois. Ma mère et moi avons encore des conversations difficiles. Parfois, elle évoque cette semaine-là, l'appelant « l'affaire du prêt », comme si lui donner un nom plus petit pouvait réduire ce que cela signifiait réellement. J'ai arrêté de corriger sa perception des choses. J'ai appris que certaines personnes ont besoin d'années, pas de mois, pour accepter pleinement la manière dont elles ont failli envers quelqu'un qu'elles aiment. Je n'attends plus son calendrier pour sentir que mon expérience était valide. Je pense souvent à cette chambre d'hôpital. L'horloge en face de mon lit, les appels restés sans réponse, l'un après l'autre, la vidéo d'un lampadaire et de coussins moelleux dans une maison que j'avais discrètement rendue possible. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette qu'il ait fallu une nuit comme celle-là, et un camion grillant un feu rouge, pour que ma famille comprenne que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut retenir discrètement tout en s'attendant à le recevoir en retour. Certaines personnes ne reconnaissent ce qu'elles ont que lorsque le coup de le perdre devient réel. Je me suis assuré que les miens le reconnaissent. Alors, voici ma question pour vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous exigé le remboursement du prêt, ou leur auriez-vous pardonné une fois de plus?